Nous sommes en France, dans la ville de Saint-Quentin, en août 1986. Depuis peu, un homme, Jean-Marc Belmer, et sa femme Lucie ont emménagé dans la région, dans une maison située dans le quartier de Rémicourt, rue des Canonniers. Le couple vient de se marier, Lucie est au foyer, et Jean-Marc, qui est routier, part le matin très tôt à son travail. Tout va pour le mieux, mais cette vie paisible ne va pas durer. Nous sommes en pleine nuit, Lucie et Jean-Marc sont dans leur chambre, en train de dormir, quand brusquement, ils entendent des bruits étranges, comme des bruits de vaisselle, de casseroles, des portes qui claquent, ainsi que des gémissements d'agonie. Tous ces sons semblent venir du rez-de-chaussée. Effrayés, ils descendent pour vérifier ce qui se passe. Seulement, arrivés en bas, ils ne trouvent rien, tout est parfaitement en place. La première fois qu'ils entendent ce vacarme étrange, ils concluent que ça ne pouvait être que leurs voisins. Mais bientôt, ils se rendent compte qu'ils n'y sont pour rien, et certains soirs, les bruits vont recommencer. Nous sommes en pleine matinée. Jean-Marc est déjà parti à son travail, et Lucie vaque à ses occupations dans la maison. Mais alors qu'elle déjeune tranquillement, elle aperçoit des taches bizarres sur la table de la cuisine. Ces taches n'étaient pas là avant. Mais finalement, elle ne s'en soucie pas plus, pensant que son mari les avait faites en renversant de la nourriture sans porter attention. Quelques instants après, elle monte dans sa chambre. Elle ouvre l'un des tiroirs de sa commode et prend un t-shirt. Et là, elle se rend compte que celui-ci est complètement taché. Ces taches sont de la même couleur que celles de la table de cuisine. En y regardant de plus près, celle-ci ressemble vraiment à du sang. Ces taches l'intriguent beaucoup, mais sans doute qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer. Pourtant, lorsque la jeune femme se retourne, elle s'aperçoit avec effroi que les draps de son lit sont eux aussi criblés de ces taches rouge-brun. Bientôt, en parcourant les pièces de la maison, elle découvre qu'il y en a un peu partout, sur les murs du couloir et de la salle à manger. Lorsque son mari rentre le soir, elle lui raconte aussitôt ce qui s'est passé. Mais l'homme ne s'inquiète pas plus et tente de la rassurer en lui disant qu'en repeignant la maison de la peinture a dû salir leurs affaires sans qu'ils s'en aperçoivent. Le lendemain, Lucie décide de nettoyer ses taches, mais malgré tous ses efforts, celles-ci réapparaissent. Son mari finit lui aussi par penser que ce n'est pas normal, surtout que certaines nuits, il y a ces bruits terrifiants de vaisselle, de portes, de meubles, etc. C'en était trop. Donc, terrifié par tous ces événements étranges, le couple décide d'agir et contacte la police. La police arrive sur les lieux, ils inspectent la maison et constatent qu'il y a bien les taches brunes sur les murs et un peu partout. Dans un premier temps, ils soupçonnent le chien du couple. Ils pensent qu'il se serait peut-être blessé et qu'en secouant sa queue, il aurait taché les murs. Finalement, en examinant l'animal, ils se rendent compte qu'il n'a aucune marque de blessure. Soudain, alors que les policiers sont encore présents, des grands coups retentissent. Le bruit vient du premier étage de la maison. Aussitôt, les policiers montent vérifier. Ils fouillent partout, mais ils ne trouvent rien. Ne comprenant pas d'où vient ce bruit, ils se rendent chez les voisins les plus proches, mais ceux-ci affirment n'y être pour rien. Suite à cet incident troublant dont ils venaient d'être témoins, les policiers décident d'enquêter. Lucie avait de plus en plus peur et commença à penser que quelqu'un lui voulait peut-être du mal. Elle redoutait les moments où elle se retrouverait seule lorsque son mari partait au travail tôt le matin. Étrangement, c'est à ces moments-là que la plupart des manifestations se déroulaient. Un jour, où Lucie revenait des courses, elle trouva la porte de la cave ouverte alors que celle-ci était toujours fermée. Un peu inquiète, la jeune femme commence à descendre doucement les escaliers, se retrouvant dans l'obscurité. Celle-ci regarde autour d'elle, quand soudain la porte de la cave se referme brutalement. Effrayée, sans perdre une minute, elle remonte rapidement les escaliers et ressort. Lucie raconte l'incident à sa mère et à sa sœur, qui se rendirent compte que la porte de la cave se refermait effectivement sur celle-ci. Et le pire, c'est qu'entendant l'expérience, elles aussi, la porte ne bougeait pas. On avait l'impression qu'il n'y avait que la jeune femme qui était visée par ces manifestations dans la maison. Bientôt,
la police va tenter quelque chose d'assez surprenant, qui d'après eux leur permettront de trouver la nature du coupable. Pour le savoir, ils font en sorte que toutes les traces de sang sur les murs soient bien enlevées, puis commencent à étaler de la farine sur le sol de la maison. Ainsi, s'il s'agit d'un individu faisant une mauvaise blague, ils le sauront. Puis, le brigadier chef ferme la porte d'entrée, gardant le trousseau de clés sur lui. Le lendemain, les policiers ouvrent la porte en présence du couple et de la famille. Et surprise, il n'y a aucune empreinte au sol, la farine étant toujours intacte. Par contre, alors qu'on avait pris soin de tout nettoyer, des taches de sang ont réapparu sur le sol, la table de la cuisine et le papier peint du couloir. En voyant ça, les policiers sous le choc décident de prélever quelques gouttes de l'étrange liquide rouge et le font analyser. Lorsque le biologiste procède aux analyses, ce dernier confirme que c'est bien du sang humain. Constatant l'étrangeté des événements avec l'accord du couple, la police fait appel à un médium. Ce dernier explore la maison à l'aide d'un pendule, interroge les esprits et affirme que le problème vient de la cave. Lorsqu'il descend dans la cave, le médium à l'aide de son pendule indique un endroit bien précis où creuser, car selon lui, on pourrait y trouver des ossements humains. Après les affirmations du médium, on effectua des fouilles, mais aucun ossement ne fut découvert. Finalement, ne trouvant aucune solution à ce problème qui leur gâchait la vie, lassés de cette situation, Jean-Marc et Lucie décidèrent de déménager. Nous sommes en juin 1764, dans la région du Gévaudan. Une jeune adolescente est en train de s'occuper de son bétail lorsque brusquement, elle aperçoit un animal ressemblant à un loup géant sortir de la forêt. La jeune fille est complètement terrifiée en voyant l'animal se diriger droit vers elle. L'étrange bête n'hésite pas à sauter sur celle-ci, l'attaquant violemment. Elle se met à crier, espérant que ses chiens lui viennent en aide, mais finalement ceux-ci, aussi terrorisés qu'elle, prennent la fuite. Et c'est son bétail qui vient la sauver, chassant l'animal avec leurs cornes à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle batte en retraite et s'enfuit dans la forêt. L'animal était de la taille d'un âne et avait une poitrine large. Il avait une énorme gueule pleine de dents pointues. Sa fourrure était touffue et rougeâtre, avec une ligne sombre sur toute la longueur du dos. La jeune adolescente, sous le choc, les habits en lambeaux, blessée par cette bête et en sang, rentre chez ses parents près de Langogne. Paniquée et en pleurs, elle raconte toute l'histoire et affirme avoir été attaquée par une énorme bête ressemblant à un loup. Dans son malheur, la jeune fille s'en sort plutôt bien, car bientôt il y aura d'autres victimes et beaucoup ne seront pas épargnés. Nous sommes toujours en juin 1764, vers la fin du mois. Le corps de Jeanne Boulet, une autre adolescente âgée de 14 ans, est retrouvé sans vie près de Langogne. La jeune fille est sauvagement mutilée. À partir de ce moment-là, la population commence à s'inquiéter et dans la région, la psychose grandit et le nombre de victimes aussi. En août 1764, une jeune fille qui habite au hameau de Masméjean est également retrouvée mutilée. En septembre 1764, un jeune berger disparaît près du village de Laval. Des restes à moitié dévorés sont retrouvés dans les collines. De nombreuses battues sont organisées, mais sans succès. Plus de 100 loups sont tués, mais pas la bête. Celle-ci continue son massacre et le nombre de victimes augmente dans la région. Entre-temps, le comte de Montcalm, gouverneur de la province, ordonne au capitaine Jean-Baptiste Duhamel de mener les opérations de chasse contre la bête. Le 15 septembre, le capitaine Duhamel et sa troupe se rallient aux chasseurs et donnent même des armes aux paysans prêts à les aider dans ce combat contre la bête. Seulement, malgré tous les efforts déployés, le résultat est un échec. Les battues ne donnent rien de concluant et l'animal est toujours dans la nature. Nous sommes le 12 janvier 1765 au Villaret.
Des jeunes bergers de la région, 2 filles et 5 garçons, âgés d'une dizaine d'années environ, s'occupent de leur troupeau. Soudain, ils aperçoivent l'animal qui s'approche dangereusement. Ils sont tous terrorisés, mais gardent leur sang-froid, se serrant les uns contre les autres. L'animal est en train de leur tourner autour, et là, brusquement, celle-ci bondit sur l'un des garçons et s'empare de lui. Voulant aider leur ami, les autres se servent de leur bâton de berger et frappent l'animal avec. Sachant que la créature attaquait les habitants de la région, ceux-ci ont donc été prévoyants en fixant des lames sur leurs bâtons. Enfin, grâce au courage des enfants, la bête lâche prise. Malheureusement, elle a eu le temps de dévorer la joue droite de sa pauvre victime. Décidément, elle ne veut pas laisser tomber ses proies. Elle revient donc à la charge, s'empare du plus jeune des garçons, Joseph Panafieux, le traînant par le bras avec sa gueule. Tous les enfants sont sous le choc et l'un d'entre eux dit à ses camarades qu'il faudrait peut-être en profiter pour s'enfuir. Mais un autre, plus courageux, Jacques-André Portefeuille, refuse d'abandonner le garçon et pousse ses compagnons à lui venir en aide. Alors, malgré le danger, tous ensemble se lancent à la poursuite de l'animal qui est ralenti par la nature du terrain. Les enfants essayent de viser ses yeux avec les lames fixées sur leurs bâtons. Finalement, ils arrivent à lui faire lâcher sa proie et tentent de le faire reculer. Entendant les cris, des hommes qui étaient dans les parages viennent à leur secours et voyant qu'il n'était pas de taille face au courage des enfants, l'animal s'enfuit dans les bois. Après cet acte héroïque, les enfants sont récompensés. Le roi décide d'offrir aux 7 petits bergers 300 livres. Jacques Portefeuille, leur compagnon qui avait fait preuve de beaucoup de bravoure, en les incitant à venir au secours du jeune garçon que la bête avait emporté avec elle, en plus de sa récompense, sera élevé aux frais de l'État. Nous sommes le 14 mars au mât de la Vessière. Il est environ midi. Une femme, Jeanne Jouve, est avec 3 de ses enfants devant chez elle. Tout à coup, elle entend un bruit étrange. Et lorsqu'elle se retourne, elle voit sa fille de 9 ans entre les crocs de la bête. La créature était passée par-dessus la muraille. Voyant son enfant en danger, comme une lionne enragée, elle n'hésite pas à se jeter sur l'animal, parvenant à lui faire lâcher prise. Cependant, la créature, comme à son habitude, ne renonce pas et maintenant essaye de s'en prendre au plus jeune enfant. Seulement Jeanne, en mère courageuse, ne le laisse pas faire. La bête ne s'avoue pas vaincue. Il bondit sur Jean-Pierre, âgé de 6 ans, saisissant son bras dans sa gueule et l'entraîne avec lui. En mère héroïque, Jeanne Jouve se jette à nouveau sur la bête et commence à livrer une bataille qu'elle ne compte pas perdre. Elle se fait jeter au sol, mordre et griffer à plusieurs reprises, mais ne lâche rien. La bête, elle, ne lâche pas sa proie et réussit à s'enfuir. Heureusement, le plus âgé des enfants de Jeanne, qui était en train d'emmener le bétail au pâturage, se retrouve devant la créature et parvient à sauver son petit frère. Finalement, la bête prend la fuite. Malheureusement, le petit garçon finit par perdre la vie, succombant à ses blessures quelques heures plus tard. Par la suite, l'héroïsme de Jeanne Jouve est récompensé et celle-ci reçoit 300 livres de gratification de la part du roi. En mai 1765, près d'un bois, la bête repère un jeune berger. Il est prêt à l'attaquer, mais à ce moment-là, 3 hommes armés de fusils interviennent et lui tirent dessus. Elle reçoit 2 balles. Blessée, elle tombe, mais se relève, puis s'enfuit dans les bois. Malheureusement, les attaques continuent. Nous sommes à la Saulgne d'Auvers, le 19 juin 1767. Un énorme animal correspondant à la description de la bête s'apprête à attaquer un homme. L'homme, qui s'appelle Jean Chastel, est un chasseur de la région. Se retrouvant subitement devant la créature, il dira plus tard qu'il n'avait jamais vu un tel monstre de toute sa vie. Jean Chastel, sans hésiter, lui tire dessus et le tue. Il charge la carcasse de l'animal sur un chariot et décide de l'emmener jusqu'à Versailles pour le montrer au roi. Seulement, il voyage en plein été et la route est longue. Lorsqu'il arrive à destination, le corps de l'animal est dans un tel état qu'il n'est même pas examiné. On l'enterra très rapidement.
Nous sommes le 10 août 1901. Deux Anglaises Charlotte Ann Moberly et Eleanor Jordan décident de faire un petit voyage à Paris afin d'explorer quelques lieux et monuments historiques. Ce jour-là, elles prennent donc le train. Durant leur excursion, elles se rendent au château de Versailles. Après avoir parcouru les salles du palais, elles veulent maintenant visiter les jardins du Petit Trianon. Mais soudain, elles se perdent en chemin et font une expérience qu'elles n'oublieront jamais. Les deux femmes affirmeront par la suite que ce jour-là, quelque chose d'incroyable se serait produit et qu'elles auraient été transportées dans le passé, plus précisément au XVIIIe siècle. Elles publieront d'ailleurs un livre à ce sujet. Leur rencontre se fera en 1886. Cette année-là, Charlotte Moberly avait été choisie pour diriger St. Hugh's Hall, 3e collège féminin de l'université d'Oxford. Avec ce nouveau poste de directrice, la charge de travail était assez conséquente. C'est pour ça qu'elle engagea Eleanor comme directrice adjointe. Les deux femmes étaient issues de familles ayant une longue histoire dans le domaine de l'éducation et avaient beaucoup en commun. Née en 1846, Charlotte était la 10e d'une fratrie de 15 enfants et son père était directeur du Winchester College. Eleanor est née en 1863. Elle est allée à l'école à Manchester, contrairement à la plupart des filles de son époque, qui étaient scolarisées à la maison. Elle a écrit plusieurs manuels, dirigé sa propre école, et après est devenue directrice adjointe du St. Hugh's College. Revenons à ce 10 août 1901. Accompagnées d'un guide, les deux femmes sont en chemin vers les jardins du Trianon. Elles atteignent le Grand Trianon, mais le lieu est fermé au public. Puis, soudain, elles ratent le virage vers l'avenue principale et se perdent dans les jardins. À ce moment-là, un étrange sentiment les envahit. Elles se sentent bizarres, angoissées et déprimées. Alors qu'elles avancent, elles commencent à remarquer des choses étranges et ont l'impression que l'endroit est différent. Eleanor aperçoit une vieille ferme abandonnée. À l'extérieur de celle-ci, il y a une vieille charrue, tandis que Charlotte voit par une fenêtre une femme qui agite un tissu blanc. À ce moment-là, le sentiment de mal-être qu'elles ont ne fait qu'augmenter. Puis voilà qu'elles croisent deux hommes. S'étant perdues, elles en profitent pour leur demander leur chemin. Elles remarquent que ceux-ci sont habillés étrangement. Ils portent des vestes assez longues de couleur vert-gris. Et sur la tête, ils ont des chapeaux appelés tricornes. De forme triangulaire à bords repliés, ces chapeaux étaient très portés au XVIIIe siècle. Bientôt, Eleanor aperçoit à sa droite une chaumière. Dans l'embrasure de la porte, une femme passe une cruche d'eau à une jeune fille. Comme les deux hommes, elle porte aussi des habits d'une autre époque. Eleanor décrira la scène comme un tableau vivant. Charlotte, elle, ne voit rien, mais elle sent que l'atmosphère est de plus en plus étrange et pesante. Elle écrira « Tout semblait soudainement contre nature et donc inconfortable. Même les arbres semblaient plats et sans vie, comme du bois travaillé pour former une tapisserie. La lumière et l'ombre n'avaient aucun effet sur eux, et les arbres n'étaient pas non plus déplacés par le vent. » Les femmes continuent à marcher vers le Trianon, mais c'est là que les choses deviennent encore plus étranges. Arrivées près du temple de l'amour, elles aperçoivent un homme. Ce dernier est assis derrière un pavillon de jardin. Il est vêtu d'un manteau et d'un grand chapeau. Eleanor les décrit ainsi. Son apparence était complètement répugnante. Ses expressions faciales hideuses et malveillantes, sa peau très grise. Elle dit qu'en le voyant, elle a ressenti un dégoût. Elle écrira plus tard dans le livre. « J'ai commencé à avoir l'impression de marcher dans mon sommeil. La lourde rêverie était oppressante. Enfin, nous sommes arrivés à un chemin qui croisait le nôtre et avons vu devant nous un bâtiment composé de quelques colonnes couvertes et en retrait dans les arbres. Assis sur les marches se trouvait un homme avec un lourd manteau noir autour des épaules et portant un chapeau mou. À ce moment-là, le sentiment étrange qui avait commencé dans le jardin culminait en une impression précise de quelque chose d'étrange et d'effrayant. L'homme tourna lentement son visage marqué par la variole. L'expression était très méchante et pourtant aveugle. J'éprouvais une répugnance à le dépasser. Plus tard, un autre personnage avec un accent étrange se précipite vers les deux femmes, leur indiquant le chemin vers le Petit Trianon. L'inconnu est assez élancé et beau. Il a des yeux sombres et des cheveux noirs bouclés.
Il porte une sorte de cape noire sur le dos et sur sa tête un chapeau à large bord. Bientôt, Charlotte et Elnor traversent un pont et atteignent les jardins devant le palais. Et là, Charlotte aperçoit une femme blonde portant un chapeau blanc. La jeune femme est sur la pelouse en train de dessiner. Dans un premier temps, elle pense que c'est une simple touriste, seulement sa tenue semble trop démodée. Après ça, Charlotte et Elnor rencontrent un homme qui les guide vers l'entrée, où elles rejoignent un groupe de visiteurs. Plus tard, lorsqu'elles reviennent au palais, elles se rendent compte que le lieu a changé. Les bâtiments avaient changé, le pont n'était plus là, les ruelles avaient disparu. Tout était différent. Lorsqu'elles ont quitté Versailles, complètement abasourdies par ce qu'elles avaient vécu au cours de leur excursion, les deux femmes firent des recherches poussées, enquêtèrent également sur l'histoire du Trianon et conclurent qu'elles avaient fait un saut dans le temps au XVIIIe siècle et que la femme au chapeau blanc et aux habits démodés qu'elles avaient croisés était certainement la célèbre Marie-Antoinette. Quelques mois plus tard, elles rédigèrent un récit chacune de leur côté et en 1911, sous les pseudonymes d'Elizabeth Morrison et Frances Lamon, elles publièrent un livre appelé An Adventure